Le congrès UICN s'achève cet après-midi. Tu es présent depuis le démarrage. Tu as participé à pas mal d'événements, de manifestations. Tu as été speaker. Est-ce que tu peux juste nous donner les enjeux, à tes yeux, de ce congrès UICN? Quelles ont été les avancées de ton point de vue? En gros, dresser un premier bilan à chaud de ce congrès. Merci Raïssa. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Oui, donc d'abord, je pense que c'était une très bonne idée d'organiser ce congrès à Marseille. C'était très important pour montrer que la France garde le leadership sur ces questions environnementales. De certaine façon, on est vu un peu de l'international comme ayant un leadership sur le sujet du climat. Là, ça montre aussi que cette question de la biodiversité est importante pour la France de façon générale. Alors, ce congrès de l'IUCN, d'abord, qu'est-ce que c'est en deux mots? C'est à la fois une ONG, mais c'est surtout un ensemble, une confédération en fait d'associations et d'ONG, puisque ça regroupe toutes les associations de conservation du monde en fait. Donc vous avez par exemple celle que l'on connaît le plus, WWF, qui est un membre de l'IUCN, mais vous avez des centaines d'autres associations partout dans le monde qui sont membres de l'IUCN. Donc cette grande confédération organise un congrès une fois tous les 4 ans, une espèce de Jeux olympiques de la conservation de la nature, et avec pour objectif de définir son plan d'action pour les 4 années suivantes. Donc plan d'action, ça veut dire par exemple définir quelles sont les espèces qui doivent être protégées, quelles sont les actions de lobbying ou de réglementaire qu'il faut essayer de pousser au niveau international. Et donc, bon, la réunion précédente de ce congrès avait lieu il y a 5 ans maintenant. Elle se tenait à Hawaï, la précédente. Et puis donc, ce congrès de l'UICN devait avoir lieu en 2020. Et puis, il a été retardé et reporté 2 fois pour cause de Covid. Mais alors, ce qui donne une importance un peu plus forte à ce congrès de l'UICN, c'est qu'il se positionne aussi dans le cadre de grandes négociations internationales sur la question de la biodiversité. Alors, on connaît tous les COP, la COP 21, qui est la COP climat, qui a eu lieu à Paris en 2015, mais il y a aussi des COP pour la biodiversité. Si vous voulez faire un petit retour en arrière, le démarrage des COP, c'est le congrès de Rio en 82, grand congrès organisé par l'ONU pour prendre en compte la nature. Et au congrès de Rio en 82, il y a 3 COP qui sont décidées. Enfin, on décide de faire 3 conventions, et chaque convention aura ses COP. Donc il y a une convention pour le climat, qui est celle qu'on connaît le plus. Il y a une convention contre la désertification des terres, et puis il y a une convention pour la biodiversité. Et chacune de ces conventions tient des COP régulièrement. Alors le climat, c'est tous les ans. C'est pour ça qu'on en est aujourd'hui à la COP 26, qui aura lieu à Glasgow au mois de novembre. Sur la désertification et la biodiversité, c'est des COP qui ont lieu une fois tous les 2 ans. Donc on en est à la COP, il va y avoir la COP 15 de la biodiversité qui devait se tenir là aussi l'année dernière, qui a été décalée et qui va se tenir au printemps prochain en Chine. Or, cette COP biodiversité, elle a une importance très très forte parce que beaucoup de pays dans le monde, et notamment la France, souhaitent en faire un moment fondateur aussi important qu'a été l'accord de Paris pour le climat, avec la même logique consistant à ce que les États prennent des engagements avec des objectifs à moyen terme de protection de la biodiversité. Par exemple, un de ces objectifs qui est un peu fort et fondateur serait de décider que 30% des terres de la planète sont protégées. Donc, sanctuariser 30% des terres de la planète et que tous les pays du monde se mettent d'accord pour avoir cette protection-là. Donc la France a décidé de le faire, on va avoir 30% des terres protégées, mais voilà, on voudrait que ça soit un accord mondial et ainsi de suite, comme ça, bon, avoir des objectifs de la même façon que le climat pour limiter l'érosion de la biodiversité, la disparition des espèces, parce que évidemment, ça c'est, je crois, un autre élément évidemment très important de ce congrès, c'est cette prise de conscience, c'est-à-dire cette prise de conscience que on est face à une situation assez catastrophique d'un point de
vue de la biodiversité, avec ce qu'on considère comme étant demain la 6e extinction de masse, avec probablement 1 million d'espèces qui peuvent disparaître dans les prochaines décennies. Alors, avec tout l'impact, je dirais, éthique et émotionnel et moral que ça implique, mais aussi les implications, et ça on va sans doute en rediscuter, les implications économiques que ça implique, puisqu'il y a un lien très très fort entre l'économie et le climat, et puis entre l'économie et la nature. Et puis aussi un lien entre le climat et la nature, mais ça, voilà. Donc ce triptyque-là, je crois que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui, notamment autour de cette convention, de ce congrès. Donc plutôt satisfait de ce qui s'y est passé et des échanges qui ont eu lieu. Alors, oui, c'est important pour la CEPAC. La CEPAC a été un partenaire premium de cet événement. Bien donc, sûr. Non, je pense que c'est à la fois la situation sanitaire a fait que c'est un congrès un peu particulier, puisque vous savez que c'est un congrès qui attendait normalement, qui était prévu pour accueillir 10 000 personnes. Bon, finalement, il y a 3 000 ou 4 000 congressistes qui sont venus, beaucoup de congressistes des pays en développement qui n'ont pas pu se joindre au congrès à Paris. Donc tout ça fait que ça crée aussi un certain nombre de tensions. Il faut pas les cacher en disant voilà, un certain nombre de pays qui ne peuvent pas avoir accès, qui ont toujours l'impression qu'il y a une espèce de dichotomie entre les pays du Nord qui se réunissent et puis les pays du Sud qui subissent. Mais je crois quand même que c'est un moment clé de prise de conscience. Je pense que cette question de la biodiversité et de la nature est en train de venir au premier plan, que les politiques s'en saisissent. On a vu l'inauguration du président vendredi, mais vous avez aussi le monde économique et la finance au sens large. Le discours de Christine Lagarde, par exemple, était très très important vendredi pour montrer que les banques centrales, elles aussi, prenaient conscience de ces sujets. Alors, on va parler d'économie, mais en fait, vu ce que tu viens de dire, je vais un peu inverser l'ordre des questions, si ça ne te dérange pas. Tu nous parles des 3 COP, donc climat, désertification et biodiversité. Est-ce que ces 3 notions peuvent se rejoindre parce que finalement, on peut s'étonner qu'il y ait ces 3... On a l'impression que c'est un petit peu la même chose. Pourquoi est-ce qu'elles sont aussi différentes? Est-ce qu'elles se rejoignent? Les solutions qu'on peut trouver se rejoignent? Ou est-ce qu'il y a un risque qu'elles s'opposent? Alors, globalement, elles se rejoignent, parce que globalement, en fait, il s'agit du rapport entre les humains et l'environnement. Voilà. Donc, au sens large, c'est bien cela. Et je dirais la cause initiale, qui est notre modèle économique qui s'est développé ces 200 dernières années, un modèle économique très carboné, avec une très forte croissance, avec une recherche en permanence de nouvelles consommations, nouveaux produits, etc. Tout ça, c'est la cause, en quelque sorte, de l'ensemble des dérèglements. Donc typiquement, on a un modèle qui est un modèle dit extractif, c'est-à-dire qu'on extrait de la nature tout ce dont on a besoin. Donc ça peut être évidemment du pétrole et du gaz, et donc ça a des implications climatiques. Et puis ça peut être des métaux, donc on a une utilisation des ressources naturelles, que ce soit d'ailleurs des ressources renouvelables comme l'agriculture, les forêts, etc., ou des ressources non renouvelables comme les métaux, le pétrole, le gaz, etc. Et en fait, de façon assez simple, c'est qu'on surexploite l'ensemble de ces ressources. Et on arrive aujourd'hui, vous connaissez le fameux jour du dépassement qui est annoncé chaque année par WWF, qui dit voilà, à aujourd'hui, on a dépensé à peu près ce qui serait raisonnable de dépenser en un an. Et c'était c'est au mois de juillet à peu près. Voilà, ça veut dire qu'en gros, au niveau moyen sur la planète, on dépense 2 planètes par an de ressources. Mais si on fait un focus sur nos pays développés, c'est beaucoup plus que ça. Le jour du dépassement en France, c'est plutôt en mars qu'en juillet. Donc on a cette surexploitation de la nature et le fait qu'on a du mal à la régénérer. Donc on fait une course un peu en avant, c'est-à-dire qu'on a une croissance qui est un peu infinie dans un monde qui, lui, est fini, et on n'a pas de régénération de cette nature, on n'a pas de régénération des écosystèmes, on n'a pas assez d'économie circulaire pour réutiliser les métaux que l'on extrait. Et donc tout ça fait que on sait qu'on va dans le mur à un moment donné, pour plein de raisons, à cause du changement climatique, mais aussi parce qu'un certain nombre de ressources vont devenir inaccessibles, parce qu'il n'y en aura plus, quoi. Et donc ça rejoint les 3 sujets. Évidemment la désertification, parce que surexploitation des terres agricoles,
mauvaise utilisation de ces terres, moins de carbone, moins de richesse dans les sols, déforestation, tout ça évidemment ça a un impact sur la désertification. Ça a évidemment un impact sur la biodiversité immédiatement, puisque les habitats, notamment de la faune, disparaissent progressivement, avec les impacts que l'on connaît ensuite sur la santé, puisqu'on sait qu'une fois qu'on élimine les habitats, et ben, les espèces ont tendance à venir à se rapprocher des humains et des villes, d'où les impacts sur la santé, les virus, les zoonoses, etc. Et puis évidemment, ça a un impact sur le climat qu'on connaît bien. Alors, ça, c'est le point de départ. Après, est-ce que les solutions sont les mêmes ? Pas tout à fait, en fait. Alors, c'est important de maintenant avoir cette vision globale et vision holistique des trois, et ça, c'est très très bien. Et je pense que les Anglais qui organisent la COP 26 à Glasgow vont mettre un focus très important sur la nature lors de cette COP. Et de la même façon que sur la COP biodiversité, on va parler beaucoup de restauration des terres, et donc tout ça est en train de se rapprocher. Mais les solutions ne sont pas forcément toujours les mêmes. Alors, la solution de base consistant à essayer de consommer un peu moins, voilà, celle-ci, elle s'applique à tout le monde. Mais il peut y avoir des conflits aussi. Ça, c'est important. Il peut y avoir des conflits. Par exemple, il y a des solutions qui sont favorables au climat, mais qui ne sont pas forcément favorables à la biodiversité. Je prends un exemple, parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de la compensation carbone, par exemple. Donc, si vous faites de la compensation carbone, vous voulez planter des arbres. Il y a beaucoup d'entreprises qui annoncent qu'elles veulent avoir elles veulent être neutres en carbone à horizon 2030, 2040, 2050. Pour cela, elles vont réduire leurs émissions, mais elles ne peuvent pas complètement tout réduire, et donc elles vont compenser en achetant des crédits carbone et donc en plantant des arbres dans certains endroits. Mais si vous plantez des arbres en faisant de la monoculture de palmiers à huile ou des VA ou de teck, etc., dans certaines zones, ben vous voyez bien que vous avez un impact positif pour le climat, mais au niveau de la biodiversité, vous n'avez pas un impact positif. Vraiment, peut-être même quelquefois un impact négatif. Voilà. Et puis ensuite, il y a aussi la relation entre tout ça et les impacts sur les humains et sur les impacts sociaux. De la même façon, faire de la replantation à un moment donné dans certaines zones, ça peut avoir des impacts négatifs pour les communautés indigènes. Donc tous ces sujets sont très liés. Et d'une certaine façon, ils sont liés. On a un objectif un peu général, un cadre général qui s'appelle les objectifs de développement durable de l'ONU, les ODD. Qui ont été adoptés par l'ONU en 2015, en même temps que l'accord de Paris d'ailleurs, enfin même la même année. Et ces ODD sont des objectifs à horizon 15 ans, donc c'est les objectifs de l'ONU sur 2015-2030, et c'est ces 17 objectifs du développement durable qu'on peut considérer globalement comme un espèce de business plan de la planète, on va dire. Feuille de route. Feuille de route, et qui essaye de réconcilier autant que possible des problématiques qui sont quelquefois contradictoires. La plus grande contradiction potentielle, elle est entre le développement d'un côté et puis les problématiques climat et nature de l'autre. Parce que quand on parle évidemment des pays développés, le développement, il est fait de façon assez large, et donc on est plutôt sur une logique de réduction des émissions, réduction de l'impact. Mais quand vous parlez à l'Afrique, à l'Inde, vous voyez bien qu'il y a une problématique de développement qui est incontournable. Ils ne vont pas décider de s'arrêter de se développer pour des raisons climatiques et environnementales. On peut toujours parler de problématiques d'énergie renouvelable, par exemple, mais en Inde, aujourd'hui, les 2 tiers de la population n'ont pas l'électricité, par exemple. Donc la problématique principale des autorités indiennes, c'est pas d'augmenter les renouvelables, c'est de donner de l'électricité à 2 tiers des gens qui n'en ont pas. Et donc ce conflit potentiel entre le développement et l'impact sur la nature est quelque chose d'évidemment pas toujours facile à régler. Et donc ça implique de faire des sauts et d'aller directement vers des solutions qui sont des solutions décarbonées et des solutions qui sont plus favorables. Alors on voit bien à travers ce que tu dis qu'il peut y avoir une opposition entre développement durable et développement économique. Il y a des chefs d'entreprise dans cette salle. Comment est-ce qu'on peut concilier les deux ? Quels sont les grands enjeux de la biodiversité aujourd'hui, et surtout sur le plan économique ? Et comment on peut arriver à trouver des solutions en la matière ? Alors, quand on regarde le monde économique, d'abord, il y a un premier élément, c'est qu'on dépend de la nature. Donc, il y a un risque évident à ne pas s'en occuper. C'est-à-dire que,
de façon générale, et je crois que la crise du Covid l'a bien montré, une entreprise, c'est pas quelque chose d'isolé comme ça qui fait son travail indépendamment de tout ce qu'il y a autour. Une entreprise, c'est quelque chose, vous connaissez bien, qui est connecté, alors connecté à son territoire, connecté à son environnement, et connecté à la planète de façon générale. Bon, quand on a la crise du Covid et qu'on voit qu'une entreprise est obligée de s'arrêter comme ça brutalement parce qu'il n'y a plus de clients, parce que les clients sont obligés de rester chez eux, ou parce que les chaînes d'approvisionnement sont en train de s'arrêter. Et on le voit aujourd'hui, y compris pendant la reprise, avec la problématique qu'on a sur les semi-conducteurs et sur un certain nombre de métaux, avec des pénuries qui font que on arrête de produire des voitures pendant un certain temps. Donc vous avez une entreprise qui est dépendante de ce qu'on appelle ses parties prenantes, c'est-à-dire ses clients, ses fournisseurs, son environnement, les états dans lesquels elle se situe, et évidemment la nature. Donc ça, c'est le premier élément. Comprendre ça, ça veut dire se préparer potentiellement à des crises et se préparer et gérer ce risque. Voilà. Ce risque qui peut se matérialiser de différentes façons, se matérialiser de façon physique. Voilà, comme on l'a vu avec la crise du Covid, ou comme on peut le voir à travers des événements climatiques extrêmes qui vont se multiplier. On le voit à travers des feux de forêt, à travers des inondations. Il y a les impacts qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, là par exemple. Même sur certains secteurs comme le secteur pétrolier, la production de pétrole et de gaz dans le golfe du Mexique a été arrêtée pendant une semaine là, à cause des ouragans. Vous avez des compagnies d'électricité aux États-Unis qui ont fait faillite à cause des feux. Donc il y a des vrais impacts aujourd'hui physiques, concrets, sur l'activité économique qui sont liés à ça. Et puis ensuite, donc ça c'est l'aspect, je dirais, l'aspect risque. Alors le risque va aussi se matérialiser par de la réglementation. Et ça évidemment, les entreprises doivent le prendre en compte. Alors c'est sur le climat, c'est le prix du carbone potentiellement, mais demain ça va être sur des normes environnementales, des normes liées au climat qui vont se développer, qui vont croître. Et donc, les entreprises qui seront le mieux adaptées à ça, évidemment, sont celles qui réussiront le mieux. Donc, on a ce côté risque qui est important, mais je pense qu'il faut le contrebalancer très vite avec un côté opportunité. C'est que on le voit aujourd'hui, le développement de l'innovation et des solutions pour ce développement durable sont massives, il y en a de plus en plus. Ça veut dire qu'on a des créations d'entreprises, on a des entrepreneurs, on a aussi des entreprises qui étaient dans des secteurs qui n'étaient pas forcément des secteurs qui apportaient les solutions, mais qui sont en train de se transformer et qui ont besoin du coup de ceux qui apportent des solutions pour se transformer. Et tout ça est évidemment générateur de croissance. C'est aussi accompagné par des plans de croissance, des plans de relance aujourd'hui qui sont massivement orientés vers l'économie verte. Alors voilà, les secteurs, vous les connaissez, c'est les énergies renouvelables, c'est tout ce qui est mobilité propre, c'est le développement demain de l'hydrogène, c'est tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire. Et puis c'est l'agroécologie aussi, les nouvelles protéines, la combinaison entre l'agriculture et l'énergie renouvelable. Enfin voilà, il y a un champ extrêmement large dans lequel nous on investit depuis plusieurs années et qui aujourd'hui crée des opportunités à la fois économiques et financières. Donc voilà, donc je pense que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est ce balancement entre le risque d'un côté et l'opportunité de l'autre qui est la base en quelque sorte du développement de l'économie. Mais c'est l'économie qui va être la solution de toute façon. C'est bien le système économique dans lequel on vit depuis 2 siècles qui a causé ces problèmes-là. Et ce n'est qu'en transformant ce modèle économique et en l'utilisant intelligemment qu'on arrivera à résoudre le problème, à atténuer les impacts et potentiellement aussi à s'adapter, parce qu'il y a aussi la question de l'adaptation à des évolutions qui sont inévitables. Alors, c'est un message porteur d'espoir, je trouve. On n'en entend pas souvent. Je ne vais pas te faire l'affront. Tu diriges Mirova, donc tu es forcément convaincu que la finance peut aider à faire bouger ce monde économique. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire comment, nous expliquer concrètement comment c'est possible que la finance ait un rôle à jouer dans la préservation de la biodiversité? Alors, la finance, d'abord, c'est la finance qui, par définition, apporte son concours et son financement à l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, elle a un rôle
moi je pense qu'elle a un rôle très actif, hein, c'est-à-dire qu'on peut pas, on n'est pas. Il y a beaucoup une bonne partie de la finance qui est malheureusement trop passive, hein, qui se contente de regarder le monde tel qu'il est, d'investir passivement un peu dans l'ensemble du marché et de pas trop s'impliquer. Voilà, nous on pense que la finance doit être particulièrement active, c'est-à-dire faire des vrais choix. Ce qui est un peu à la base, hein, quand même, de ce métier de financier au démarrage. C'est faire confiance à des gens, faire confiance à des entrepreneurs, faire confiance à des chefs d'entreprise, à des projets, parce qu'on pense que ce sont des projets qui font sens économiquement. Enfin, vous ne faites pas confiance à un projet qui ne fait pas du tout sens non plus d'un point de vue éthique et environnemental. Et donc, du coup, cette notion de la confiance et de l'accompagnement, je crois il faut la remettre au cœur de ce sujet financier. Et donc il y a ce côté-là, donc rôle actif de la finance. Et puis il y a aussi la question du besoin d'investissement qui est très fort. C'est-à-dire que pour réussir à résoudre tous ces problèmes-là, on a besoin d'investir massivement. Alors ça peut être un peu contre-intuitif parce qu'on se dit, certains nous disent il faut faire de la décroissance et donc il faut consommer moins d'énergie, etc. Et donc on peut se dire mais pourquoi est-ce qu'il faut investir plus à ce moment-là si on veut faire moins de croissance demain? Et en fait c'est pas contradictoire. Non, parce qu'en fait même pour devenir plus sobre, il faut investir. Prenez l'exemple très simple de l'isolation d'un bâtiment. L'objectif à terme, c'est de consommer moins d'énergie pour le bâtiment. Mais dans un premier temps, il faut faire de l'isolation, donc il faut investir. Donc on a même besoin d'investir pour devenir plus sobre. Et c'est la même chose pour la protection de la biodiversité. Il y a des besoins d'investissement qui sont très importants pour restaurer des terres dégradées, par exemple, replanter dans des terres qui sont dégradées, améliorer la façon dont les terres sont utilisées avec de l'agroécologie, avec du bio, en mettant donc des labels, et là aussi en apportant plus de valeur économique à ce qu'on produit. On estime, alors il y a des chiffres pour le climat, les chiffres sont énormes et quelquefois on n'arrive pas à trop comprendre ce que ça veut dire, mais en gros, sur la biodiversité, le chiffre qui sont développés là cette semaine, c'est de dire qu'on a besoin de 1000 milliards d'investissements par an pour résoudre le problème de la biodiversité. Bon, c'est juste gigantesque. Bon, par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a environ 15% qui sont réalisés seulement. Donc on a un gap, un écart de financement qui est considérable. Il faudrait mettre beaucoup plus d'argent. Et surtout, sur ces 15%, il y en a 80% qui viennent de financement public. Donc aujourd'hui, on a essentiellement de l'argent public qui vient sur ces questions de biodiversité. Et donc, il y a un enjeu très fort à embarquer l'économie privée et la finance privée là-dedans. Ça commence, c'est lent. Si vous êtes promené dans les couloirs du Congrès là, à Marseille, vous aurez pu voir que la présence des financiers reste assez limitée. Mais il y a effectivement ça s'enclenche, et notamment ça va s'enclencher grâce aux opportunités dont je parlais tout à l'heure. D'accord, mais est-ce que du coup vous pouvez nous donner des exemples un peu concrets de projets que vous avez rencontrés au cours de votre parcours des dernières années sur des projets restaurateurs de biodiversité, ou en tout cas concrètement dans quoi vous investissez finalement? Alors, je vais faire un petit focus là sur cette partie un peu agroécologie, restauration des terres, parce que alors ça représente aujourd'hui une petite partie de ce qu'on gère. Hein. On gère 25 milliards chez Mirova. Il y a un demi-milliard qui est investi dans ces sujets qu'on appelle les solutions basées sur la nature. Voilà, c'est la terminologie. Donc, ces solutions basées sur la nature consistent à investir encore une fois dans l'agroécologie, la conservation des forêts, la conservation des océans. Alors, on a démarré là-dessus il y a à peu près 6 ans, en 2015, avec un partenariat précisément avec l'une des conventions dont je parlais tout à l'heure, qui est l'UNCCD, la convention de l'ONU contre la désertification des terres. Donc l'UNCCD souhaitait avoir un acteur privé qui se lance dans l'investissement, dans la réhabilitation, la restauration des terres. Et on a créé un fonds qui s'appelle Land Degradation Neutrality Fund, donc l'objectif étant d'atteindre une neutralité en termes de dégradation des terres. Les chiffres sont qu'aujourd'hui on dégrade 12 millions d'hectares de terre par an de façon définitive. C'est de l'artificialisation des sols. Donc il y a 12 millions d'hectares qui sont dégradés de façon définitive. Et donc l'ONU s'est fixé pour objectif à 2030 d'aboutir à une neutralité en termes de dégradation des terres, c'est-à-dire de restaurer au moins autant de terres qu'on en dégrade.
Et donc ça implique évidemment des investissements massifs. Donc c'est ce qu'on s'est lancé comme objectif, et on a créé ce fonds qui aujourd'hui est un fonds qui gère un peu plus de 200 millions d'euros avec des investisseurs à la fois publics et privés, donc des gouvernements, mais aussi des compagnies d'assurance, des fonds de pension. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va investir dans des projets de restauration de terre ou d'amélioration de la production. Donc ça va être par exemple l'amélioration de plantation de cacao en Colombie ou au Pérou, où on avait des terres particulièrement dégradées, des plants de cacao qui étaient en train de produire de moins en moins, et donc on va apporter du financement à long terme sur 10 ans, 15 ans pour replanter, passer en label de bio-agroécologie, de façon à avoir des productions qui se vendent mieux, mettre aussi de la transformation au niveau local. Et donc ça, c'est évidemment positif pour les 5000 fermiers avec qui on travaille dans cette zone-là. Et puis positif évidemment pour la biodiversité. On fait la même chose au Bhoutan avec des noisettes, on fait la même chose au Maroc là potentiellement avec des agrumes. On regarde d'autres, voilà, il y a tout un tas de productions, il y a du karité en Afrique. On fait, alors voilà, après il y a aussi des opérations de reforestation où on va faire des forêts, de l'agroforesterie, c'est-à-dire on va planter à la fois de l'agriculture mais de la forêt en même temps. On travaille sur du teck au Nicaragua, on travaille un petit peu aussi sur de l'eucalyptus en Afrique parce qu'il faut en faire aussi. Mais tout ça à chaque fois avec une mesure, une analyse très précise des impacts environnementaux et sociaux, donc des gens qu'on envoie sur place pour s'assurer que bien tout ça est fait en bonne intelligence avec les communautés locales, qu'il y a une adhésion de la part des fermiers, des locaux à ces projets, et avec l'espoir d'avoir une rentabilité financière à la fin de ça, même si on sait que c'est extrêmement risqué, même si on sait qu'elle dépend en partie aussi des crédits carbone que l'on va retirer de ces investissements. Mais il y a quand même cette idée de créer des modèles qui sont économiquement viables, parce que c'est ça aussi la durabilité. Enfin, être soutenable, être durable, c'est aussi être durable économiquement.